Les autorités administratives indépendantes, ou AAI, sont d'abord une autorité car elles peuvent détenir un pouvoir de réglementation consistant à organiser un secteur d'activité en établissant des règles. Ce pouvoir, qui appartient en principe au Premier ministre ou au Président de la République, est ainsi reconnu de manière exceptionnelle mais limitée pour l'application de la loi. Certaines ont des pouvoirs de décision individuels, exécutoires, c'est-à-dire qui devront être appliqués sous peine de sanctions. Elles émettent également des avis ou recommandations qui ont un réel pouvoir d'influence, notamment envers les acteurs de terrain qui, lorsqu'ils ne respectent pas les règles posées par ces institutions ou les obligations qui leur incombent, peuvent être sanctionnés. Elles ne sont pas de véritables juridictions pour autant. Leurs décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée et elles sont toujours soumises au contrôle du juge. Elle est également administrative car elle représente l'État, ses membres dirigeants sont nommés par l'État, ses agents sont des agents de l'État et tous ces actes sont des actes administratifs qui engagent la responsabilité de l'État. Et enfin indépendante car dans l'exercice de leurs attributions, leurs membres ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ce qui est renforcé par le fait que leur composition soit collégiale, c'est-à-dire que leurs décisions sont prises par plusieurs personnes. Pour augmenter l'indépendance de certaines autorités administratives et les affranchir du budget alloué par leur ministère de tutelle, la loi a créé des autorités publiques indépendantes, ce qui signifie qu'elles sont dotées de la personnalité morale, comme les sociétés ou les associations, et sont donc directement responsables en cas de litige. Elles sont dotées de l'autonomie financière, car elles ne sont plus liées budgétairement au ministère et disposent donc de leur propre budget. Les 26 autorités administratives ou publiques indépendantes ont principalement 3 champs d'activité, ce que nous allons explorer à travers quelques exemples. En premier lieu, la protection de la liberté, en veillant notamment à l'impartialité des décisions de la puissance publique et en remédiant au dysfonctionnement de l'administration ou des entreprises dans ce domaine. Ainsi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, est-elle chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papier, aussi bien publics que privés. Ainsi, elle veille à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Elle a donc le pouvoir de mettre en place des solutions techniques aux problèmes qui subsistent ou apparaissent dans ce domaine, en partenariat avec les acteurs du terrain afin de recommander des évolutions législatives, d'informer pour accompagner et conseiller les entreprises dans la conformité de leurs fichiers et pratiques, mais aussi d'informer les particuliers sur leurs droits. Et enfin, contrôler a posteriori les bonnes pratiques et en cas de manquement aux règles légales, d'avertir, mettre en demeure si cela n'est pas suffisant, voire de sanctionner avec de lourdes amendes au besoin. Amendes qui sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État. Enfin, à travers son dirigeant, elle est membre du Comité européen de la protection des données afin de garantir l'application cohérente du règlement général sur la protection des données au sein de l'espace de l'Union européenne. Quant aux défenseurs des droits, il peut être saisi directement et gratuitement par toute personne physique ou morale afin de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés dans leurs rapports intrafamiliaux ou encore avec l'administration, les représentants des forces de l'ordre, les entreprises, et ainsi de permettre l'égalité de tous dans l'accès à leurs droits fondamentaux. Il peut tenter de régler à l'amiable les réclamations qui lui sont faites en organisant une médiation et en cas de discrimination, une transaction pénale qui permettra de prononcer une peine pénale
à l'encontre de son auteur. Et si ce dernier refuse, il pourrait alors être cité devant une juridiction pénale. Si le règlement amiable échoue ou s'il est impossible, le défenseur des droits peut prendre des recommandations par lesquelles il demande à ce que des mesures soient prises pour mettre fin à des situations individuelles ou qui traitent de situations plus larges touchant un dispositif, une catégorie de personnes, une règle de droit, et permettent de mettre fin à des pratiques touchant plusieurs personnes. Enfin, le défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. Le second champ de compétence est d'assurer la régulation, c'est-à-dire le fonctionnement harmonieux d'un secteur précis dans lequel le gouvernement ne souhaite pas intervenir directement en raison de son impact économique. Ainsi, l'autorité de la concurrence va-t-elle servir d'arbitre qui va réguler les rapports de force entre les différents acteurs économiques, par exemple pour permettre aux nouveaux entrants de pénétrer un marché donné ou d'empêcher les ententes et les monopoles abusifs. Elle accompagne la modernisation de certaines professions réglementées, comme les huissiers ou les notaires par exemple. Elle formule des recommandations visant à améliorer le fonctionnement concurrentiel des marchés ou des avis sur les projets de réforme réglementaire ou législatifs relevant de sa compétence. Elle enquête de sa propre initiative ou à la demande d'un acteur de marché sur les opérations de concentration des entreprises et peut dès lors délivrer une autorisation, avec ou sans condition, ou bien opposer son veto. Et enfin, dans le cadre de la lutte contre les ententes et les abus de position dominante, elle peut prononcer des mesures d'urgence, des injonctions ou des sanctions pécuniaires. Enfin, elle travaille avec la Commission européenne et toutes les autres autorités nationales des membres de l'Union européenne, chargées de la régulation de la concurrence, afin d'assurer une action cohérente et unifiée au sein de l'espace européen. L'autorité des marchés financiers est quant à elle chargée de veiller à la protection des épargnants, à la régularité des informations et au bon fonctionnement des marchés financiers, et elle ne constitue pas une AAI, mais une autorité publique indépendante. À ce titre, elle informe les épargnants via son site internet et un accueil téléphonique. Elle propose un dispositif de médiation pour résoudre à l'amiable des différends qui opposent les épargnants à leur intermédiaire financier ou à une société cotée. Elle réglemente les produits d'épargne collective, les professionnels de la finance et des marchés financiers, et veille au bon déroulement des opérations financières et à la transparence de l'information, surveille les marchés et dispose d'un pouvoir d'enquête et de contrôle pouvant donner lieu à une procédure de sanction en cas de manquement. Enfin, le troisième champ de compétences de ces institutions consiste à assurer une médiation entre les administrations et les administrés particuliers ou entreprises, comme la commission d'accès aux documents administratifs, chargée, comme son nom l'indique, de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, ainsi qu'à la réutilisation des informations publiques. Elle rend des avis qui constituent une voie de recours pré-contentieuse à toute personne ou organisation publique ou privée qui se voit refuser l'accès à un document. Elle peut donner des conseils aux administrations pour la mise en œuvre du droit d'accès ou du droit à réutilisation et indiquer si tel ou tel document est communicable. Elle peut proposer au gouvernement des évolutions réglementaires ou législatives afin d'améliorer l'exercice du droit d'accès et éventuellement prononcer des sanctions à l'encontre des personnes qui utilisent les informations publiques en violation de la réglementation. Et enfin, la Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante à caractère scientifique qui vise à développer la qualité dans le secteur sanitaire et médico-social avec 3 missions essentielles. Évaluer les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes professionnels
en vue de leur éventuel remboursement par la sécurité sociale, recommander les bonnes pratiques professionnelles et élaborer les recommandations vaccinales ou de santé publique, et enfin, décerner des certifications de qualité, en ce qui concerne les soins ou la sécurité, dans les hôpitaux, les structures d'accueil social, médico-social ou les cabinets des professionnels libéraux de ville.